Ils sont nombreux, ils ont envie. Ils viennent de tous les horizons, de la poésie à la science-fiction. Ils ont connu l'amour, la haine, la débâcle, la gloire, parfois sans raison. Qui sont-ils ? Les livres. Le Centre national du livre soutient les écrivains, ceux qui sont partis à la conquête d'un rêve héroïque et brutal, l'écriture. Vous écoutez Son Livre, le podcast du CNL qui vole dans les plumes des auteurs. Avec Obsolescence des ruines, publié aux éditions Incultes, l'auteur Bruce Bégou se meut en une forme de grand architecte de la conscience lorsque son regard se pose sur les ruines de notre temps et les constructions urbaines de notre époque. Dans son essai, Bruce Bégou dresse une typologie des ruines qui démontre, à travers l'urbanisme, la distorsion violente et permanente entre le passé et le présent, qui modifie notre rapport au souvenir, à l'histoire, et qui révèle l'ambivalence de nos mondes urbains face au futur. C'est parti. Bonjour Bruce Bégou. Vous êtes, entre autres, essayiste. Vous avez publié Zéropolis, Suburbia, Dériville, les situationnistes ou la question urbaine, En escale, Chronique aéroportuaire et puis récemment, Obsolescence des ruines aux éditions Incultes. Connaître le monde urbain, c'est connaître notre civilisation ? En un sens, oui, même si le monde urbain n'est pas le monde entier. Il y a aussi des espaces humains qui ne sont pas enfermés dans des territoires urbains, notamment la campagne, d'ailleurs, où je vis depuis 7 ans. Oui. Mais le monde urbain, c'est peut-être pas forcément que des lieux, c'est aussi un état d'esprit qui peut être d'ailleurs beaucoup plus large que le territoire urbain lui-même, au sens où même à la campagne, on peut au fond adopter des modes de vie urbains, alors même que l'espace qui nous entoure est un espace rural. Au fond, la ville est toujours plus large et toujours plus imposante que la ville physique. Au fond, la ville se diffuse autour d'elle et impose aux gens des modes de vie, des modes de pensée, des modes de sentir qui ont été créés et développés en ville et qui, au fond, déterminent tous les espaces et même les espaces non urbains. Dans votre introduction, vous écrivez, je vous cite, « Les productions contemporaines demeurent plus fragiles que les corps humains qui les ont édifiées ». Pouvez-vous nous commenter ce postulat ? C'est très simple. Oui. Depuis 30-40 ans, la durée de vie d'un bâtiment construit à notre époque se réduit. On estime de nos jours que cette durée de vie est de 25 ans pour un bâtiment construit en Occident. De sorte que si la durée de vie moyenne d'un homme en Occident est de 80-82 ans, au fond, au cours d'une vie, nous assistons à la naissance et à la disparition de 3 générations de bâtiments. Donc la forme des villes est plus passagère, au fond, est plus éphémère et passe plus vite, comme dit Baudelaire, que le cœur des mortels ou même que notre corps lui-même. Donc il y a un contraste entre, au fond, le caractère plus persistant du corps humain par rapport au caractère plus évanescent des bâtiments qui nous entourent. Et là, il y a sans doute une mutation sociale et anthropologique profonde que les générations passées n'avaient pas connue, ou en tout cas pas dans cette proportion-là. Vous évoquez la disparition des ruines antiques, qui correspond en un certain sens à l'effacement de la mémoire, à l'effacement du passé. Pouvez-vous nous expliquer la typologie des ruines que vous dressez dans votre essai ? Oui, je distingue au fond 3 types de ruines et même plus exactement 3 âges des ruines. La ruine ancienne, au fond la ruine prémoderne avant la société industrielle qui correspond aux ruines de l'Antiquité gréco-romaine ou aux ruines chrétiennes ou aux ruines médiévales. Celle-ci est caractérisée par un temps très long, c'est-à-dire que les ruines elles-mêmes durent et persistent dans le temps pour être des ruines. Les ruines modernes, c'est-à-dire ce qui a été construit depuis le début du 19e siècle, comme tunnels, ponts, usines, grands magasins, grands hôpitaux ou asiles ou grands lycées, etc. Ça, ce sont les ruines modernes qui sont en train de se dégrader depuis 30 ans en raison de la désindustrialisation de la société et qui sont l'objet d'un nouveau regard, comme ruines au fond du monde contemporain. Et puis le 3e âge, c'est le nôtre, c'est-à-dire les ruines de l'hyper-contemporain, ce que nous construisons comme pavillons, zones commerciales, hangars commerciaux, des
périphéries des villes. Et là, je crois que cette architecture-là, cette architecture jetable et obsolescente, ne fera pas de ruines. Donc le troisième âge de la ruine, c'est l'âge de la disparition des ruines. Ouais. Et de la disparition immédiate des ruines. Parce que les autres aussi disparaissent, mais très lentement. Tout à fait. Le temple de Ségeste, il disparaît depuis le moment où il a été abandonné, mais ça fait depuis 20 siècles qu'il disparaît. Donc vous voyez, c'est une disparition très lente. Ouais. Le centre commercial abandonné dans la banlieue de Paris, en 30 ans, il ne restera plus rien. Donc là, il y aura une disparition littérale des ruines, et pas une disparition lente. Et d'ailleurs, ce qui est le point de réflexion du livre, c'est ce changement de rythme, cette accélération de la disparition. Cette disparition des ruines provoquerait donc une forme d'effacement du concept de mémoire. La mémoire a quand même besoin de faits pour, au fond, se développer. Elle a besoin de souvenirs concrets liés à des lieux. Et les lieux nous rappellent, au fond, des événements passés. Et les ruines jouent un rôle dans cette fonction de rappel du passé des civilisations disparues ou d'un passé plus récent. Par exemple, le passé de l'industrialisation en Europe. Si les ruines disparaissent de plus en plus vite, alors la mémoire n'aura plus de possibilité de rappeler ces événements passés. Et donc la disparition des ruines produit aussi une forme d'amnésie ou de rapport amnésique général à notre environnement, puisque plus rien ne nous rappelant le passé, au fond nous vivons faute de ruines dans un présent permanent et perpétuel. Notre monde très urbanisé engendre une société qui vit dans le court terme. Ce court-termisme pourrait-il empêcher l'évolution de notre civilisation, si évolution il devait y avoir ? Ce rapport au temps, cette accélération du rapport au temps, donc ce que François Hartog, un historien, appelle le présentisme, qu'on pourrait appeler le court-termisme, effectivement, fait que, au fond, nous avons un souci avec le futur et avec le passé. Donc, rien n'empêche des productions culturelles, mais ces productions culturelles disparaissent au moment même où elles sont apparues, remplacées certes par d'autres, mais une civilisation quand même se produit par aussi une sédimentation de ce qui a été produit dans un passé. Or là, l'accélération, le renouvellement, la numérisation, les flux d'informations permanents et de renouvellement permanent des objets, des émotions, des informations, rend les hommes de moins en moins aptes à conserver les traces de ce passé. Alors certes, ils compensent par sans doute une passion patrimoniale exacerbée pour ce qui est conservé ou ce qui était conservé avant, mais ce que nous produisons de nos jours semble échapper à la conservation. Et d'ailleurs même ça pose des problèmes matériels, notamment les images ou les textes que nous produisons de nos jours. Nous savons très bien que les formes de stockage numérique de ces contenus-là sont sont exposés à une détérioration très rapide. Et donc même toute notre culture contemporaine, vous voyez, les mails que nous écrivons vont disparaître, alors que les lettres que nous avons écrites il y a 30 ans, 40 ans restent. Donc effectivement, l'accélération, le court-termisme produit au fond une disparition accélérée et quasi totale de la production culturelle. Alors est-ce qu'une civilisation ou une culture comme la nôtre peut se passer de cet élément de conservation et de permanence ? Je ne le crois pas. Enfin, je crois que toute civilisation a certes besoin de nouveautés, mais elle a besoin aussi d'une sédimentation, d'une conservation, d'une intégration du nouveau dans l'ancien. Or, de nos jours, le nouveau disparaissant ne peut plus faire de l'ancien. Il ne peut plus vieillir. Donc, nous avons un souci avec le vieillissement des produits culturels qui, à peine apparus, au fond, ont déjà disparu. Cette mutation architecturale à l'image de l'homme signifierait-elle que nous sommes, nous aussi, en train de muter ? Aussi, un nouveau monde est-il possible ou court-il à sa perte ? Vaste question, Bruce Bégou. C'est une vaste question que j'aborde dans la troisième partie du livre, qui parle du rapport à l'histoire, du rapport au futur et du rapport aussi à cette atmosphère de catastrophisme généralisé qui est un peu le nôtre. Ouais. D'ailleurs, le livre finit plutôt sur une
note positive ou sereine, et en disant que peut-être que nous arriverons au fond à habiter ce renouvellement permanent, que nous arriverons même dans le flux, dans l'accélération, à construire des modes acceptables de vie en commun et de maintien au fond de formes de vie, d'objets ou d'architecture, parce que le livre traite surtout de ces gros objets que sont les bâtiments. Néanmoins, je crois que il y a quand même un besoin anthropologique d'une forme de persistance, d'une forme de conservation, d'abord de soi et de tout ce que l'homme produit, et que cette exigence de durabilité ou de permanence est une exigence essentielle. Alors de fait, de nos jours, tout n'est pas soumis à cette obsolescence programmée. Il y a encore des bâtiments, il y a encore des œuvres qui, elles, visent à une permanence, voire à une éternité. Œuvres que produisent par exemple les États ou les grandes sociétés, et puis que je sache, la haute bourgeoisie ou les milliardaires dans le monde sont des gens qui investissent dans le foncier, dans le bâti, dans des choses qui sont censées durer éternellement, à savoir des maisons, des palais, des biens patrimoniaux, immobiliers, des yachts, etc. Donc tout en faisant leur richesse dans le monde du flux, ils savent, eux, s'extraire du flux et construire des choses durables et notamment transmissibles dans un héritage. Pour autant, je dirais que la production ordinaire, elle, est soumise quand même à ce court-termisme, à ce renouvellement permanent, de sorte que nous sommes au fond, je dirais que l'homme ordinaire, lui, n'a pas vraiment le choix. Tout ce qui l'entoure, tout ce qui l'entoure est quand même marqué par la réduction du temps de vie et par cette obsolescence programmée. Mais tout dans notre civilisation ne l'est pas à ce même rythme. Je dirais, c'est plutôt l'architecture ordinaire, l'architecture commerciale, l'architecture pavillonnaire qui est au fond victime de cette précarisation, de cette vulnérabilisation généralisée. Pourquoi avez-vous choisi d'étudier la société à travers la problématique urbaine ? Je pense qu'il y a différentes raisons, sans doute peut-être des raisons de sensibilité liées, je ne sais pas moi, à des expériences lors de ma jeunesse, à des expériences esthétiques, cinématographiques ou même urbaines. Et puis aussi la ville, l'architecture, ce sont de gros objets, donc d'une certaine manière on peut mieux voir sur ces gros objets les tendances de l'époque et on peut les observer comme un reflet au fond de nos pratiques, de nos désirs, de notre état d'esprit, au fond comme des miroirs de l'esprit de l'époque. Et comme moi je suis un philosophe qui travaille en phénoménologie, qui m'intéresse aux phénomènes, j'ai voulu ancrer ma réflexion sur ces gros phénomènes que sont les architectures, que sont les villes, qui au fond nous environnent et auxquelles on ne peut pas échapper, puisque depuis une dizaine d'années, l'humanité est majoritairement urbaine. Au XIXe siècle, la société française était encore très marquée par la vie rurale, par l'imaginaire rural. Ce n'est plus vraiment le cas de nos jours. D'ailleurs, notre culture, notre sensibilité a été formée par la ville. Et donc, en étudiant la ville, je m'étudie au fond moi-même et j'étudie mon époque. Donc, c'est un gros miroir qui m'aide. Et puis après, je pense que j'ai un goût pour les villes, j'ai un goût pour les formes urbaines, pour les pratiques urbaines, pour leur mutation. Et tout ça me permet d'observer, de réfléchir à ce que nous sommes en fonction de ce que nous produisons, plutôt que au fond d'aller dans une démarche d'intériorité, de méditation intérieure. Moi, je fais une méditation extérieure. En fait, je me réfléchis, non pas en me tournant vers moi-même, mais en me tournant vers l'extériorité. Or, mon extériorité, elle est essentiellement urbaine. Vous avez écrit Zéropolis, forme de déambulation no future dans la ville de Las Vegas. Vous parlez des néons qui déréalisent, d'une vie sans profondeur de champ. Pouvez-vous nous en parler ? C'est un essai que j'ai publié en 2002, donc qui a 20 ans, qui était au fond un portrait d'une ville. Portrait d'une ville très particulière, d'une ville essentiellement liée à l'industrie du divertissement et en particulier des casinos, des hôtels casinos, mais qui s'est convertie dès la fin des années 60
d'un divertissement lié au fond à des pratiques de la mafia à un divertissement familial, hein, une forme de Disneylandisation, même si Disneyland n'est pas présent à Las Vegas, c'est à peu près les mêmes recettes qu'à Disneyland qui sont ici mobilisées. Et puis ce livre, par différents chapitres assez courts, essaie de décrire à la fois la ville et surtout les impressions qu'elle me fait. C'est comme si je faisais une sorte d'expérimentation, j'exposais mon corps à sa puissance fantasmagorique, hein, oui, à ses néons, à son brouhaha, à sa frénésie, à toutes ses activités. Et j'ai une attitude un peu d'attraction et de répulsion vis-à-vis de cette ville, et j'essaie d'expliquer pourquoi. Et surtout, je vois dans cette ville un modèle, à cette époque, je voyais dans cette ville quand même un modèle du développement urbain, c'est-à-dire l'idée que, au fond, le capitalisme abandonnait les valeurs du travail au profit des valeurs du loisir, et que cette ville loisir représentait sans doute à la fois l'avenir du capitalisme, mais aussi l'avenir des transformations urbaines, c'est-à-dire en associant le divertissement, le jeu, une scénographie de l'excès, et puis aussi, bien évidemment, l'argent, puisque l'argent est au cœur de Las Vegas, hein. On joue de l'argent, on gagne de l'argent. Donc cette ville m'avait intéressé parce qu'il me semblait qu'à cette époque-là, elle cristallisait comme ça des tendances fortes de notre époque. Et surtout, là encore, c'était un objet, un phénomène, je dirais, très très excitant à étudier, dans ses formes excessives, ses architectures incroyables, ces gens tout à fait fous, hein, qui passent des heures et des heures enfermés dans des casinos. Donc que ce soit l'architecture ou les pratiques, il y avait là quand même quelque chose d'assez exceptionnel pour moi, hein, dire qui vient de ma lointaine province française et qui n'avait pas connu au fond ces formes-là. Et donc le livre, voilà, raconte de manière à la fois ludique et critique cette exposition. J'ai donné mon corps à Las Vegas et je raconte un peu ce que Las Vegas m'a fait, hein, voilà. Bruce Bégou, vous êtes également romancier. Vous avez publié On dormira jamais, un livre inclassable. C'est un roman d'anticipation qui anticipait d'une certaine manière la crise du Covid, puisqu'il s'agissait d'une épidémie qui ravageait la population mondiale et qui provoquait au fond une mutation de la morgue, submergée par les cadavres. Et comme les gens mouraient de plus en plus et de plus en plus vite, les survivants avaient une tendance à vouloir jouir aussitôt de tout, et par tous les moyens. Et donc un producteur, pour assouvir au fond ce désir de jouissance des survivants, créé dans une morgue déjà submergée par les cadavres, créé une boîte de nuit. Et le roman raconte au fond la mutation de cette morgue en boîte de nuit, puis en élevage de lapins nains, parce que le directeur de la morgue, hein, de l'Institut médico-légal, lui-même a un élevage de lapins nains dans cette morgue. Et donc c'est un roman sur la mutation entre le vivant et le mort, la mutation entre l'animal et l'homme, la mutation du lieu, hein, parce qu'une même architecture accueille au fond 3 fonctions différentes, et puis la mutation aussi de l'homme et de la femme, hein, parce que le livre se termine sur une mutation de genre, hein, donc sans dévoiler un peu la fin. Donc c'est une sorte de livre kaléidoscopique comme ça, un peu fou, hein, puisqu'on ne sait pas trop où on se trouve, et il y a toutes ces mutations. Et bien évidemment, le fil directeur, c'est la morgue elle-même, le lieu qu'on appelle l'hôtel, hein, qui est au fond, il y a une unité de temps et de lieu dans ce roman qui est cette morgue qui subit, voilà, toutes ces transformations, hein, un peu baroques, hein, un peu délirantes de l'époque, de la mort, du lieu, voilà. C'est à vous pour la lecture de l'extrait que vous avez choisi. Il existe un très court film des frères Lumière, à peine 1 minute 30, qui s'intitule « Démolition d'un mur ». On y voit 3 ouvriers qui, sous la direction d'un 4e homme, leur donnant des ordres, Auguste Lumière en personne, abattent avec zèle un mur dans la cour d'une usine. À coups de pioche, ils s'acharnent sur ce pauvre mur déjà délabré et n'ont aucune peine en quelques secondes à le faire tomber. Tout au long de cette démolition, les hommes ont l'air concentrés, soucieux de bien réaliser leur tâche. Et le plus extraordinaire est que, lorsque le mur est enfin tombé, réduit encore plus en poussière sous les coups de pioche qui redoublent sur son pan effondré,
les hommes se mettent à aller en reculant et le film lui-même défile à l'envers. À la même vitesse et dans un temps très court, voilà le mur qui s'est redressé et se tient à nouveau droit. Tout cela s'est fait de manière presque imperceptible et selon un procédé tout aussi déroutant que discret. Le premier effet spécial du cinéma traduit le mouvement rétrograde de la réflexion. Rien n'est irréversible pour la technique, pas même le temps, pas même la mort. Car ce mur qui tombe et se relève magiquement, sous l'effet de la sorcellerie du dispositif, cette ruine à l'envers, ce n'est rien d'autre que le progrès. En 2016, Bruce Bégou a reçu la prestigieuse bourse Suran du Centre national du livre pour son projet d'essai intitulé « La grande fatigue, aphorisme sur la fin des temps ». Il a publié, entre autres aux éditions Alia, Zéropolis, un essai génial sur Las Vegas, On ne dormira jamais, un roman d'anticipation loufoque et philosophique, ou encore Suburbia aux éditions Inculte.